Salutations! Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial. Vous savez que la famille Ouimet s'est illustrée ici dans les Jésus et j'ai le plaisir d'accueillir Yvon Ouimet. Yvon Ouimet, bonjour! Bonjour. Yvon Ouimet, vous êtes un petit gars né ici dans les Jésus. Oui. Dans quel coin? Dans le bout d'Auteuil, là, à peu près vis-à-vis le pont David aujourd'hui. Le pont David? Oui, puis la maison sur le bord de l'eau, pas loin du pont David. Mais dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas Auteuil. Non, c'était Saint-Rosès en longtemps. Ça avait toujours été ça depuis 1740. Oui? Ben, peut-être qu'ils n'ont pas dit Saint-Rosès en 1740. Mais ça a changé, il y avait Saint-Rosès, Saint-Rose, le village, Sainte-Rose, la paroisse. Ben oui. Un peu partout, c'était comme ça dans les Jésus. Oui. Oui, c'était ça. La famille Ouimet, c'est pas jeune, ça? C'est arrivé tôt ici? La famille Ouimet est arrivée en 1659 à Québec par bateau. Puis le premier, l'ancêtre, s'est installé sur l'île d'Orléans. Mais ça n'a pas été long. Non. Qu'il y a 3 ou 4 grosses lignées qui sont en venues à partir de 1720, là, à 1760. Il y avait 3 ou 4 lignes de Ouimet qui étaient soit dans Côte-Terrebonne, soit à Sainte-Rose même. Puis ça a fait que le coin où je suis né, j'ai tombé direct dans le tal de toutes les Ouimet. Tu sais, c'est pas le berceau des Ouimet, mais c'est la place des Ouimet, le coin de la famille Ouimet qui en a le plus au pouce carré sur le territoire. Oui, il y en a pas mal. Mais c'est une famille quand même qui est illustrée un petit peu partout dans bien des domaines, au niveau politique aussi. Oui, hein? C'est certain. On a eu un premier ministre. On a eu Gédéon. On ne se refuse rien. On a eu un premier ministre. Puis, on a eu le président des Fils de la Liberté. Ah oui, ben oui. André Ouimet. André Ouimet. Qui était le frère de Gédéon, d'ailleurs. Ah oui? Mais probablement, je ne me rappelle plus si c'était avec la même mère. Ah bon? Parce que le père de Gédéon puis d'André, il a eu 26 enfants. 26 enfants? Avec deux femmes. Oui, oui. Puis, même Gédéon... le 26e enfant, on pouvait donner ça en dîme. Là. Il y avait une coutume à l'époque. Puis lui, il a été donné au curé de Sainte-Rose. Ah, comment ça? Au curé de Sainte-Rose, parce que c'était le 26e enfant. Bien. Puis le curé de Sainte-Rose, qui était curé placibélaire à l'époque, qui a fait beaucoup pour l'éducation à Sainte-Rose. C'est lui qui a donné sa maison pour l'éducation. Toujours est-il que je pense qu'il l'a fait instruire un peu, puis ça a fini par faire un avocat. Vous savez qu'à l'époque, on me disait que même les grosses familles comme ça donnaient des enfants à un autre. Toi, tu n'as seulement que 5, on t'en donne un. Oui. C'est pour maintenant. C'est pas gênant. Oui. Ben, des fois, peut-être qu'il y avait de la misère à y nourrir toute la gang. Mais c'était pour ça, oui, puis c'était le beau-frère, ou je ne sais pas qui, n'avait pas d'enfants. Tu sais, d'après moi, c'était toutes sortes d'occasions comme ça. La famille Ouimet, au début, nous autres, on était habitués à voir ça. Ça ne s'appelait pas comme ça. Hein? Ça s'appelait complètement différent, la famille Ouimet. Avec un W, je crois, au début. Hein? Oui, mais cependant, je ne suis pas sûr que ce n'est pas des lettres qu'on a vues qui venaient de France. Là. Parce que notre famille, on n'a jamais trouvé le moyen de reculer beaucoup en France. OK. Parce que notre premier ancêtre, là, en tout cas... Puis, sur son papier contre le mariage, je pense que c'est marqué oui, il signe un peu, là. Ouais. Ça commence par W. Okay. Mais si c'est W, si c'est vrai que ça s'appelait comme ça, à l'époque où il est venu, ça n'existait pas, le W. Non. Ça veut dire que le W était allemand. Ben, on ne savait même pas écrire. Ici, au Québec, on ne savait pas écrire. Mais je veux dire, en Europe, là, je peux vous dire que la lettre W n'existait pas en France, dans leurs lettres. C'est ça. Puis ça existait juste en Allemagne. Ça fait que, est-ce que notre source est allemande? Tandis que, quand on est arrivé ici, là, c'est les notaires qui écrivaient. Ah ben oui. Puis là, je peux vous dire que le premier, là, l'ancêtre, c'était
O-U-Y-M-E-T. O-U-Y. Bon. Ouais. Ah, bon, au moins, il y avait une petite originalité par rapport à aujourd'hui. Ouais, par rapport. Puis ça s'est démocratisé en Ouimet. O-U-I-M-E-T. Vous voyez? Ben oui, oui. Ben, je dis Ouimet, mais j'ai appris tard que ça se disait pas tant que ça. Non. O-U-I-M-E-T, c'est supposé se dire Ouimet. Oui. Mais dans notre campagne, à Auteuil, c'était des Ouimet. Binet, binette, paquet, paquette, tu veux dire que c'est comme ça, on se fatigue pas avec ça. Exact. Hein? Exact. Maintenant, c'était des agriculteurs chez vous? Oui, depuis le début. Depuis 1659, aller jusqu'à mon père, qui a été un peu agriculteur, c'est 10 générations, c'est tous des habitants. Vous, là, quand vous êtes né à Auteuil, il ne devait pas avoir grand-chose. C'était pas comme aujourd'hui. Bien, à Auteuil, dans mon coin, sur le boulevard de Mille-Îles, ça a encore resté un peu comme quand j'étais jeune, malgré qu'il y a d'autres maisons, parce qu'on est sur le boulevard de Mille-Îles. Oui. Mais non, il y a des bouts beaucoup développés, mais dans mon temps, c'était des... C'est ça. Puis on avait des maisons proches de pierre, des maisons en pierre proches, là, quand j'étais jeune. Oui. Puis c'était pas rare que... Puis c'était tous des Ouimettes, là, dans chacune des fermes. Puis le Ouimette d'une terre, il marchait pas pour aller à l'autre terre, parler au gars. Non. Il lâche un whack, là. Oui, c'est ça. Puis j'ai jamais revu des voix comme ça de Ouimet. Oui, hein? Parce que... Ben, il était en voie, que ça se développait. C'était comme ça, là. C'était dans la nature, puis c'était son frère qui était, je sais pas moi, l'autre terre, puis il disait « Hey! » Puis j'ai même entendu une anecdote. Oui. Qu'il y avait un Ouimet qui était devant chez eux avec son cheval, puis il n'était pas capable de faire partir le cheval. Okay. Le cheval l'avait boqué debout. Oui. Bien, son frère, au Ouimet qui menait le cheval, il avait l'autre terre. Okay. Il avait lâché un cri. Oui. Puis le cheval, il était parti. Il était parti. Ouais. Écoute, les communications, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de radio, mais on avait la voix. Oui. Vous avez connu un petit peu les autos dans les Jésus, il n'y en avait pas beaucoup. Non, même. Vous n'oubliez pas, là, je suis venu au monde en 47, mon père avait 48. Ah, bon, mais chez eux, là, chez son père à lui, en arrière des remises, là, il y avait ce qu'il appelait des fortes à pédales, puis toutes ces choses-là. Mais sur les photos, je les ai connues, mais je n'ai jamais embarqué dans un fort à pédales personnellement. Aviez-vous le téléphone chez vous? Oui, il sonnait. J'étais trop petit pour écouter sa ligne, mais j'aurais pu entendre beaucoup de monde. C'est le temps où est-ce que ça sonnait deux coups. Deux coups, un coup, c'était le quatrième voisin. Tu sais, ça fait que ça écoutait probablement. Yvon, vous avez donné une conférence parlant de la vieille maison patrimoniale, parlant de la grange ici. Il y avait une grange tout à fait spéciale. Oui. Parlez-moi donc un petit peu de ça. La maison datait de cette maison-là. Là. Bien, cette maison-là a été construite par des Cadieux en 1761 puis 1787. Je présume plus vers 1761 et 1787, mais on va lâcher les présomptions. Oui. Ça fait que c'est ça. Puis je suis venu au monde d'un milieu plein de maisons en pierre. Mon grand-père en avait une, mon arrière-grand-père en avait une. On marchait au chemin, il y avait peut-être 1 kilomètre parti de la rivière à se rendre au chemin. Ah bon? Peut-être un peu moins, là. Est-ce que les granges étaient en toit de chaume à ce moment-là pour vous autres? Bien, pas dans mon... Pas dans votre époque. Mais tu sais, en 47 quand même, là, il y avait peut-être des vieilles granges que j'ai jamais vérifiées si c'était en chaume. Vous avez une grange sur votre ancienne terre qui est assez spéciale. Oui. Elle était sur la côte des Perrons, apparemment. Oui. La maison en pierre au bord de l'eau, elle a toujours eu des bâtiments alentour, des bâtiments de ferme, dans toute son histoire depuis 1762. Oui. Mais quand ma famille l'a acheté en 1904, la terre, c'est mon arrière-grand-père qui l'a acheté. Mon arrière-grand-père et mon grand-père avaient leur maison de pierre. Ça fait qu'ils ne se sont pas occupés de cette maison-là. Ça fait que les bâtiments ont disparu. Okay. La maison n'a pas disparu, mais les bâtiments.
Puis, elle n'avait plus de bâtiment. Là. Maintenant, c'est un monsieur Jean-Guy Drolet, mon oncle Jean-Guy Drolet, qui est à la maison. Lui, il voulait avoir un hangar. C'est un gars qui fait beaucoup de manuels dans le fer, dans n'importe quoi. Puis, il essayait de se trouver un espace fermé pour travailler 12 mois par année. Ça fait qu'il y avait une ferme, il y avait la ferme des Bois-Verts qui était au coin des Perrons puis des Laurentides à l'époque. À l'époque. À l'époque, là, on parle en 66, 67. C'était encore Vautachereau. Non, ça fait longtemps. Ouais. C'était le boulevard Taschereau, vous dites? Oui, ouais, à l'époque. C'était Taschereau au début. Là. Ça fait que mon oncle, qui est très inventif, il a demandé avez-vous connu les boules à pelosse qu'on disait? Oui. À l'époque, on a bas des filions dans ces boules-là. Il y avait un dénommé pelosse qui avait des vieux boules. Ça fait qu'il a levé la grange dans les airs, qu'elle ne touche pas à terre, puis avec des gros patins. Puis il a pris des boules, puis il l'a passé à travers les champs, puis il l'a emmené au bord de l'eau où est-ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas mal formidable. C'était un... Dans notre campagne, on en a parlé longtemps. Oui. C'était... oui, tout un événement d'abord de transporter une maison, c'est comme ça, une grange, même une grange, c'est correct. Puis un patrimonial, tu sais, veut dire que ça vaut quelque chose pour l'histoire. Vous faites partie aussi de la Société d'histoire depuis longtemps. Vous êtes très impliqué aussi. Vos arrière-grands-parents étaient là aussi, les parents. Il y avait Séraphin qui était là. Il y a eu Yves aussi qui était là, qui a été ça. Alors, les Ouimettes ont toujours été impliqués dans l'histoire d'Allée Jésus. Je dirais oui. Et vous aussi? Vous aimez moi, mon père vivait, ça veut dire que c'était avant 1990. J'ai rentré dans la Société d'histoire, là, probablement dans les années 80 ou début 80, je ne sais pas. Puis depuis ça, je m'implique. Je n'ai pas beaucoup fait de conférences à Société d'histoire, mais pour étudier, je fais des recherches depuis toutes ces années-là, mais mon truc, c'est de passer par des actes de notaire. Ça fait que je raconte, je trouve, toute la chaîne de titres, puis avant la chaîne de titres, une chaîne de titres, ça peut aller jusqu'en 1877, si on recule. Après ça, c'est de chercher les actes de notaire qui expliquent. Yvon, on aurait beaucoup d'histoires à se raconter encore, sauf c'est c'est tout le temps qu'on a. Alors moi, je vous remercie beaucoup d'avoir rendu ce témoignage-là. C'est important quand même. C'est un document d'archives que vous nous léguez. Alors je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de continuer à travailler aussi fort quand même pour l'histoire. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Voici une petite capsule historique. Vous savez que, mesdames, vous allez être très contentes d'apprendre que maintenant, ce n'est plus péché de tricoter le dimanche. En 1941, avant 1941, c'était un péché de tricoter le dimanche. Alors, vous n'avez pas le droit. C'est Monseigneur Villeneuve, qui a autorisé de tricoter le dimanche, mais à certaines conditions. On ne pouvait pas tricoter n'importe quoi. On pouvait tricoter pour les soldats qui étaient à la guerre, parce que c'était pendant la guerre, 39-45. Et puis, disons que on était très sévère. La religion était très résistante, c'était très, 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 très sévère. Et puis, je veux vous rappeler aussi que depuis 1940, vous avez le droit de vote. C'est grâce à des femmes courageuses qui se sont battues pour avoir le droit de vote. Et vous savez quels sont les gens qui étaient contre? Le clergé était contre et les avocats et les notaires. Vous voyez comment c'était. Le temps, rapidement, ça a changé. Aujourd'hui, on ne pourrait pas accepter ça. Alors, voici une belle petite capsule qui va vous rendre la vie intéressante. Un invité tout à fait spécial. Il est jeune, il est enseignant, il est historien, il est écrivain. C'est un type formidable, je le connais depuis sa naissance. Alors, Claude Zignan, un grand plaisir de t'accueillir. Merci de l'invitation, Jean-Jacques.
Claude Tésignan, tu as demeuré tout près du Centre de la nature et tu as eu beaucoup d'intérêt avec le Centre de la nature. Le Centre de la nature fait partie de mon enfance. J'ai passé 40 ans de ma vie d'abord sur la rue Jacques-Brodeur, puis plus tard sur la rue Méville-des-Chênes. Alors, je l'ai vu, pas grandir parce qu'il existait avant, bien sûr, mais j'ai vu comme la belle époque du Centre de la nature là, des années 70-80. Puis après ça, j'ai pu constater tous les ajouts qui ont été faits là, au fil des années jusqu'à aujourd'hui pour peut-être un des plus beaux centres, un plus beau parc. Ah oui, c'est un beau parc. Un très beau parc. Il y a de tout dans ce parc-là. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a des animaux. Bref, tous les membres de la famille peuvent s'y retrouver facilement. Absolument. Mais Claude, tu as étudié un peu le début du Centre de la nature, un petit peu d'historique du Centre de la nature. Ah, ben écoute, ça remonte pratiquement au début du siècle. À l'époque, il y avait 2 fermes qui étaient là, puis que ça a été revendu. Il y a des histoires avec un changement de gouvernement en 1910, à l'époque, 1920, même de l'Homère Gouin, pour vous dire. Donc, les gouvernements me semblaient les gouvernements s'en mêlaient à ce moment-là. Bon. Puis, par la suite, c'était une grande carrière. D'ailleurs, les gens, quand vous allez au Centre de la nature, vous pouvez voir tout le contour, à quel point c'était... Et même, vous pouvez voir également que c'était à l'époque de la mer de Champlain. Puis là, on recule la mer de Champlain, mais on recule loin. On recule des milliers d'années avant notre ère, là, à ce moment-là. Mais d'ailleurs, si vous promenez, vous pouvez voir encore quelques petits coquillages, là, même s'il y a beaucoup de gens qui ont... des fossiles, des fossiles qu'on peut retrouver. Mais ça revient à l'époque de la carrière. D'ailleurs, vous avez encore le gros cube au coin de Saint-Martin et du parc, là, l'espèce de gros cube où derrière... Le gros concasseur, qui est peut-être le dernier vestige de l'époque des carrières. Même, on peut dire, dans certaines de mes recherches, on disait que c'était les prisonniers de Saint-Vincent-de-Paul qui venaient casser la pierre au temps de la Deuxième Guerre mondiale, là, pour vous dire à quel point que... mais ça reste encore à déterminer, mais semble-t-il que c'était comme ça. Il faut dire, à l'époque, il n'y avait pas le boulevard La Concorde, puis il n'y avait pas le boulevard Saint-Martin. Donc, dans les années d'après-guerre, lorsqu'on a construit le pont Pinneuf, d'ailleurs, le pont Pinneuf, qui n'est pas comme aujourd'hui, l'autoroute 25 ne continuait pas, là, ça arrêtait, puis ça faisait un T. Là, alors, les gens tournaient au boulevard Lévesque à gauche ou à droite. Et la rue Mondor n'était qu'un sentier, la rue du Parc était qu'un sentier. Puis comme il n'y avait pas le boulevard La Concorde, eh bien, c'était un grand lot. En fait, c'était 3 lots, 103, 104, 105, qui appartenaient d'abord à la Banque canadienne, qu'ils ont vendu aux frères Maris, qui sont les propriétaires du Collège Laval. La Banque canadienne avait saisi ça parce qu'il y avait eu une faillite. Probablement, exactement. Oui. Donc, bref, ça a été racheté par les frères Maris qui ont construit le Juvénat Saint-Joseph, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le Vieux-Vanier. D'ailleurs, je parle de Georges Vanier qui a fêté cette année son 50e anniversaire. Ça a été... tu étais l'un des principaux organisateurs. Un des organisateurs avec un beau comité organisateur. Ça a été un vif succès. On était pas loin de 500 personnes là, qui se sont déplacées. Mais si on revient au Centre de la nature, parce que c'est quand même le but, donc dans les années 60, c'est sûr, il y a un changement au niveau, là, on voit que la ville de Laval commence à se développer, c'est l'époque de la banlieue, les gens veulent venir s'installer en banlieue, alors avec l'arrivée de l'école, tout ça, et même où est-ce qu'on a la piscine présentement, d'ailleurs la piscine qui a été faite par M. Rodolphe Lavoie, parce qu'il faut dire qu'avant Laval existe, c'était quand même 14 municipalités, donc avant 1965, ça a été fusionné sous l'époque de Jean Lesage. M. Jean-Noël Lavoie était venu le premier maire. Il avait été battu par M. Tétrault, Jacques Tétrault. D'ailleurs, c'est même pour vous dire, si on fait un petit crochet, c'était la première fois, disons, que l'Union nationale revenait parce que M. Tétrault était comme poussé par l'Union nationale de Daniel Johnson. Donc, bref, il arrive au pouvoir mais la piscine, quand même une grosse piscine, parce qu'à l'époque, c'était un lac. Et d'ailleurs, c'est même les étudiants du Juvénat Saint-Joseph qui avaient construit comme l'aqueduc là, pour permettre l'eau de se rendre jusqu'au Juvénat. Donc, on a construit la piscine pratiquement olympique, là, d'ailleurs, c'est l'une des plus grosses piscines, je crois, à Laval, extérieure, qui est disponible pour les citoyens, principalement de Saint-Vincent-de-Paul-du-Vernay. Puis, par la suite, c'est tout le développement des années 70, la ferme, les serres, tout le coin, le deuxième lac, parce que le deuxième lac, lui, il faut dire que ça avait été remblayé, parce qu'à l'époque, c'était une grosse carrière, donc on voit que ça a l'air, c'était creux et tout ça, c'était tellement creux que à l'époque, le maire Paiement, le troisième maire de Laval, avait même décidé de faire des concours de plongeon, tellement que c'était profond. Mais par la suite, ça a été on a rajouté de la terre un peu, disons, pour mettre ça un peu moins long. Même, il y avait des compétitions de natation, il y avait des nageurs qui venaient faire le tour du lac, puis ça avait beaucoup de c'était très
Louis C. Puis les gens venaient assister à ça. Même mon ancien voisin, Michel Reeves, avait gagné, Ben oui. qui demeurait juste en face de chez moi. Donc, alors la ferme, tout ça, c'est l'époque aussi des grandes fêtes des voisins là, pour les gens de mon... Des grandes fêtes qui accueillaient des artistes là, du Québec, évidemment. On était à l'époque des années 70, il y a comme une ferveur nationale, tout ça, la fête de la Saint-Jean, c'était démentiel. Moi, j'avais 8-9 ans dans ces années-là, puis on partait de bonne heure à 4h, 5h du matin pour aller ramasser les bouteilles vides. Et là, on se dirigeait au dépanneur, on en avait pour 20 $ dans ce temps-là. Écoute, là, c'était fou, parce qu'autrefois, évidemment, les gens apportaient leur propre glacière. Fait on peut imaginer là, excuse l'expression, mais les parties qui se faisaient, là, il y avait moins de... Aujourd'hui, au moins, quand il y a des... il y a tolérance zéro, les gens doivent consommer sur place avec les produits qu'on leur vend sur place, ce qui est un changement. C'est peut-être une amélioration aussi. Puis par la suite, dans les années 80, à l'époque, après ça, du maire Lefebvre, là, c'est là qu'on a développé un beau chalet sur le côté un peu plus culturel. Culturel, effectivement. Le Village des Arts, même, je pense que tu y as participé au Village des Arts, même la nouvelle scène. Qui avait été créé par monsieur Arthur Côté. le peintre Arthur Côté. Arthur Côté, effectivement, un grand peintre. Puis ça, le Village des Arts, ça fait la joie des enfants. L'été, maintenant, là, parce que si on fait des petits bonds dans le temps, il y a des activités dès le mois de juin, pendant tout l'été. Il y en a pour toute la famille. C'est un grand parc. L'hiver, on peut patiner sur le lac. Les employés se donnent à fond là, pour que les gens puissent patiner. On sait des fois que les fleurs aussi. Les fleurs, tous les agencements, il y a beaucoup de gens qui, lors de leur mariage, viennent faire un petit tour au sein de la nature. Même qu'il y avait... On m'a dit qu'il y avait eu des bagarres là, de photographes. Moi, j'ai réservé la place. Effectivement, le petit pont qu'on a fait, là, on pourrait appeler ça l'étang, si on peut dire. Ensuite, on a rajouté comme une espèce de butte, une mini-montagne, là, pour que les jeunes puissent glisser. Là, on se dirige proche du boulevard Saint-Martin. On a aménagé des stationnements. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Là, on a changé les scènes, tout ça. Ferme les pistes de ski de fond aussi. Les skis de fond, je me rappelle encore de voir mes parents partir faire du ski de fond au centre de la nature. Pour eux, là, c'était gratuit, c'était parfait. Là, une belle distance. Ça reste un parc extraordinaire. Effectivement. Tu es historien, mais tu es aussi maintenant écrivain. À temps perdu. Mais un deuxième livre, effectivement. Pas des volumes de 150 pages. Là. Non, effectivement. Donc, le premier qui était autour de 550, le deuxième 450. Le deuxième que vous voyez à l'écran, Un train pour Helsinki 2, à la croisée des chemins, c'est la suite du premier. Parce que le premier racontait un peu l'histoire de mon frère Pierre qui a décidé de quitter le Québec parce qu'il a trouvé l'amour en Finlande. Oui. Donc, et là, vous pouvez deviner où qu'il l'a trouvé en prenant un train en direction d'Helsinki. Et bon, j'ai pas mal de lecteurs en 2020 qui m'ont dit, écoute, on veut savoir la suite. Alors, je m'y suis mis. Et là, j'ai fait l'histoire à partir des enfants de Pierre et sa conjointe, de telle sorte que... et là, c'est l'effet contraire. C'est les gens c'est mon filleul qui veut, plutôt que mon frère qui a quitté le Québec pour la Finlande, donc là, c'est l'inverse. Il veut quitter la Finlande pour venir rester au Québec. Alors, c'est encore là beaucoup de choix dans ces... C'est plus jeune. Ils ont l'intention de revenir effectivement, là, je ne vais pas tout vous raconter quand même, là, mais je vais laisser la chance aux gens de le découvrir, mais beaucoup de questionnements, parce qu'évidemment, le livre débute dans leur enfance, tout ça, et là, vous pouvez voir un peu l'évolution des jeunes, tout ça, et puis même ils l'ont lu avec beaucoup de plaisir, ils ont trouvé ça très, très amusant là, de revoir leur vie étalée comme ça. Évidemment, c'est un peu romancé, bien sûr, là. Il y a des petites choses qu'on change quand même, mais pour les plaisirs. Là. Mais à date, depuis qu'il est sorti bizarrement la journée de la mondiale de la lecture au Québec, là, pas mondiale de la lecture, mais au Québec, la journée de la lecture d'un livre québécois, puis plusieurs personnes qui avaient déjà lu le premier avaient hâte de lire le deuxième, et c'est drôle parce que des fois, je demande aux gens, lequel avez-vous préféré? Les gens qui disent, c'était plus le premier, non, c'était plus le deuxième. Fait que, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai lu le premier, c'était très intéressant parce que c'était tous des gens que je connaissais. Évidemment, qui étaient là. Le deuxième, j'ai commencé tranquillement à le lire, mais disons que c'était... En tout cas, la lecture est facile, un beau vocabulaire,
tout de suite, on embarque dans le sujet. Moi, j'invite les gens à se procurer. Ils vont avoir un beau plaisir, beaucoup de belles lectures à faire là-dedans. Effectivement. C'est une belle idée de cadeau de Noël. Ben oui! Et passez par moi, venez me voir sur ma page Facebook. Puis ils vont te voir sur la page Facebook de Claude Tousignan. Exactement. Puis d'ailleurs, vous pouvez voir le livre sur ma page, donc c'est pas tellement difficile à retrouver. Puis après ça, on s'écrit en privé. Puis, et même, bon, ils ont droit à une dédicace et ils ont droit à un signet. Donc, bref, c'est formidable. Puis le plaisir de te rencontrer. Bien sûr, ça, c'est le beau côté de la chose. En fin de semaine passée, j'étais à Québec, j'ai fait le tour, voir plein de gens qui désiraient avoir le livre, puis en même temps, on prend des nouvelles, comment ça va, puis tout ça. Fait que c'est bien agréable. Mais tu es impliqué dans beaucoup d'activités ici à Laval. Oui, bien, j'essaie. Je suis impliqué au niveau politique, je suis impliqué à mon école pour toutes sortes de trucs. Là, je suis, pour la nommer, je suis à l'école Cure-Antoine Labelle, puis également, je suis leur annonceur maison pour les parties de football. Donc, souvent, on me voit avec le manteau, la voix des loups, et je me fais reconnaître au centre d'achat, tout ça. Donc, c'est très rigolo. Oui, mais écoute, je sais que les jeunes t'aiment beaucoup. C'est dynamique, même que on me disait qu'il y a des gens qui s'absentaient de certains cours pour aller au tien, pour aller voir ça. Alors, faut pas que je le dise à mes autres collègues. C'est la popularité. La popularité, ça n'arrête pas jusqu'où ça va aller. Je ne sais pas. Pour Laval, qu'est-ce que tu... Comme vision de Laval, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se produirait? Moi, à Laval, ce que j'aime, c'est avant tout, c'est le côté humain. Je pense que les gens apprécient Laval parce qu'on a réussi à garder beaucoup une vie de quartier. Les gens se reconnaissent beaucoup dans leur quartier à Laval et je demeure maintenant à Sainte-Rose après avoir vécu 40 ans à Saint-Vincent-de-Paul. Puis à Sainte-Rose, il y a une belle vie de quartier. Je trouve que les gens font attention entre eux, les voisins sont très bienveillants, tout ça. On veut que... Dans le fond, c'est ce que je souhaite pour Laval, c'est que ça continue à être une ville avec un côté humain. Qu'on pense d'abord aux humains, pas des espèces de développement de fou, mais penser toujours en fonction de l'humain, des familles, des jeunes. Je pense que c'est ça qu'on devrait viser. Oui, Claude Tousignan, c'est bien intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. C'est bien gentil. On dit aux gens, procurez-vous le volume, ça va être... Excellent. Bon. Puis allez aussi au Centre de la nature, je pense que vous ne le regretterez pas. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Jacques. Au plaisir. Merci.